bonjour à tous. Je me présente, Othman Najioula. Je représente un investisseur hôtelier marocain. J'ai le plaisir de modérer ce panel en compagnie de mes collègues. Je vous présente M. Hamid Bentahar. Si tu peux te présenter, Hamid, en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas par hasard. Hamid Bentahar, j'interviens avec deux casquettes. La première, c'est que je suis président de Accor Hotels au Maroc. Et la deuxième casquette, c'est que je suis aussi président du conseil du tourisme de la ville et la région de Marrakech. Voilà. Très bien, merci Hamid. Monsieur Reda Mchicha Alami. Reda, si tu peux nous dire en quelques mots, toi aussi. Je travaille pour une boîte de conseil internationale allemande. Nous avons à peu près 40 bureaux dans le monde, sur différents secteurs, l'automobile, l'énergie et toutes les classes immobilières. Nous avons fait à peu près un peu plus de 1100 missions sur le secteur hospitality et nous sommes basés à Dubaï. Très bien. Et enfin, Erwan Garnier. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Garnier. Je suis en charge du développement pour le groupe Radisson, pour l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone. Je suis basé au Cap en Afrique du Sud. Très bien. Alors, on va démarrer avec toi, Reda. Alors, Reda, peux-tu nous parler un peu du marché, ou nous définir un peu le marché de l'immobilier, de l'hôtellerie d'affaires? Quels sont... Non, mais je représente les investisseurs, donc c'est forcément... Le sous-jacent actif immobilier est extrêmement important. Donc, effectivement, j'ai été piqué, et je le suis à vie, à mon avis. On va prendre la définition de base de... Un peu plus fort peut-être le micro. Allô? Ouais. La définition de base du voyageur d'affaires, c'est ça? Exactement, le voyageur d'affaires. Aujourd'hui, il est très important de comprendre le profil de ses clients. Donc aujourd'hui, en fait, la demande évolue comme partout. Et aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'avoir un lit confortable ou un toit. Donc il faut comprendre les demandes. Et cela passe par le niveau de sécurité, que ce soit opérationnel au niveau de l'hôtel ou au niveau de la construction. Les amenities, la localisation de la propriété, que ce soit du côté c'est-à-dire dans un niveau prime location, ou aussi la technologie qui fera partie aussi des services de l'hôtel. D'accord. Hamid, on définit souvent, peut-être de manière erronée, l'hôtellerie d'affaires comme étant le segment MICE. Est-ce que c'est uniquement ça, l'hôtellerie d'affaires? Je pense que tout le monde, on a beaucoup de professionnels ici, donc sur les différents segments de l'hôtellerie d'affaires, bien sûr, il y a les voyageurs individuels qui sont les nomades des temps modernes et qu'on croise partout dans toutes les grandes capitales mondiales et ici en Afrique. Et puis effectivement, le MICE, on est ici dans un hôtel qui a été marquant dans l'histoire du développement de Marrakech parce que c'était un hôtel structurant. Cet hôtel, Marrakech doit beaucoup à cet hôtel parce qu'il a permis à la destination de changer de positionnement. Au départ, tout le monde connaît Marrakech comme destination de loisirs. Et cet hôtel a contribué effectivement à changer cette image et offert à la destination un instrument pour répondre aux besoins des grands organisateurs de rencontres internationales. Quelles sont justement les grandes rencontres internationales qui ont eu lieu? L'ouverture de cet hôtel a eu lieu à l'occasion du GATT, si je me souviens bien. Et c'est à l'occasion en 94 exactement, où il y a eu le GATT et d'un seul coup, on a vu un changement effectivement de segmentation, une première diversification dans l'histoire de Marrakech qui a commencé je pense qu'il a posé les premières pierres du succès. Il y a d'autres éléments qui ont contribué au succès, mais la diversification réduit les risques parce que le fait de ne plus être monosegment, forcément, en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus intéressant pour les investisseurs. Quand il y a l'infrastructure, quand il y a une offre diversifiée, et de l'autre côté, il y a une expérience qui est de qualité, on rencontre le succès qu'a connu Marrakech, et le MICE a beaucoup contribué à ce succès. Et d'ailleurs, l'objectif pour Marrakech maintenant, c'est de continuer dans le développement de ce segment, parce que
Marrakech a un défi qui est différent. L'hôtellerie d'affaires est un segment stratégique pour une destination comme Marrakech, parce que globalement, la bataille sur le week-end, elle est facile à gagner. Pour Marrakech, la bataille sur la clientèle loisir, famille, elle est gagnée. C'est sur les jours de semaine où c'est à l'inverse, on va dire, des grandes capitales. Justement, alors peut-être qu'on aurait dû démarrer par ça, justement, parce que historiquement, l'hôtellerie d'affaires, ce sont les hôtels qui sont pleins du dimanche au jeudi. Exactement. Et qui sont vides le week-end. Alors, ça, c'est effectivement l'histoire, et ça continue à être le cas dans pas mal de destinations partout dans le continent. Et même, on le voit, quand on regarde les taux d'occupation à Casablanca, ils sont faits tirer vers le haut par les jours de semaine, tirer vers le bas par les week-ends. Et Marrakech, c'est l'inverse. On retrouve ça presque dans toutes les grandes capitales africaines. À Dakar, à Abidjan, c'est le même... Justement, très belle transition pour Erwan, mon ami, qui a une vision africaine par rapport à ses fonctions. Est-ce que le groupe Radisson a défini sa stratégie d'implantation sur la région qui nous intéresse, l'Afrique francophone? Est-ce que tu peux partager avec nous un peu la vision de Radisson? Où est-ce que vous voyez un peu les opportunités, les hot markets dans cette région? Merci, Othman. Tout d'abord, il est clair que le segment business représente la quasi-totalité de l'hôtellerie en Afrique. Aujourd'hui, pour Radisson, on atteint presque 100 hôtels ouverts et en développement. 95%, c'est de l'hôtellerie business. Donc l'hôtellerie loisir est encore à ses prémices. Si on regarde plus précisément l'Afrique francophone subsaharienne, et en particulier Dakar, Abidjan, c'est clairement de l'hôtellerie business qui se mélange avec de l'hôtellerie MICE. Donc si on prend le segment purement business, il est souvent mélangé à du segment MICE, tel que dans des hôtels que l'on a. Aujourd'hui, on est leader sur Dakar avec le Radisson Blu Dakar. Aujourd'hui, on arrive à attirer ces deux segments de marché, tout en le mélangeant d'ailleurs avec du segment loisir, donc ce dont on parlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, la stratégie du groupe, elle est très simple, c'est d'attirer les différents segments, le segment de marché business sur différents niveaux de segment de marché. Ça va on va dire, de l'hôtellerie 3 étoiles à l'hôtellerie 5 étoiles. Donc nous, notre vision, on a restructuré nos marques récemment, on a restructuré le groupe en mars dernier, et on a véritablement une stratégie très claire pour l'Afrique. On a défini 20 villes clés sur lesquelles on va avoir un axe de développement, je dirais, précis. Et dans ces 20 villes, on a défini 5 villes prioritaires en Afrique francophone. Donc, comme on le citait, Dakar, Abidjan, qui sont des incontournables. Est-ce que tu peux nous illustrer ça par des taux d'occupation, des prix moyens, pour que l'assistance un peu... sans discloser peut-être des éléments confidentiels. Oui, il y a pas mal de confidentialité sur la performance de nos hôtels. Pas les tiens, la destination. Sur le marché, tu veux dire, sur le marché en général. Le competitive set. Donc je vais finir ce que j'étais en train de dire et je reviens sur ce que tu me demandes. Les targets sont ensuite, le Cameroun est un marché clé pour nous, avec Douala et Yaoundé. Et ensuite on descend un peu plus bas avec le Congo Kinshasa, où on voit beaucoup de potentiel. Et si on descend encore plus bas en Afrique, on regarde aussi des marchés qui sont encore complètement sous-pénétrés. On pourra nommer Madagascar, par exemple, comme un marché où il n'y a pas de marque, où il y a justement un seul player sur le marché. Maintenant, sur la performance, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de Dakar. Dakar, bien évidemment, est un marché qui performe très très fort. Avec des taux d'occupation qui avoisinent les 80% pour les propriétés dans lesquelles on s'occupe. On a récemment signé et ouvert le Radisson de Diamnia 2. En fait, c'est une nouvelle marque qu'on a développée depuis près d'1 an, qui est une entrée de gamme 4 étoiles. Aujourd'hui, on considère que l'entrée de gamme 4 étoiles est où se tourne la demande pour le segment business en Afrique. Ça va représenter, selon nous, 60% de nos développements sera autour de l'entrée de gamme 4 étoiles. On ne pense pas que le 5 étoiles aujourd'hui ne correspond, pour beaucoup de marchés, n'est pas adéquat dans des capitales africaines. Si on sort des grandes villes africaines,
le prix moyen et la performance ne permet pas un retour sur investissement pour de l'hôtellerie 5 étoiles. Alors que l'hôtellerie 4 étoiles répond à la demande. On pourrait presque parler d'affordable upscale hotel. Et aujourd'hui, c'est notre vision et c'est dans cet axe qu'on va se développer sur les grandes villes d'Afrique. 80% de taux d'occupation, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur, mais... C'est en gros avoir un hôtel à 100% plein 5 nuits sur 7 et à moitié plein le week-end. Donc c'est effectivement... Mais c'est possible. Si vous avez la bonne localité, avec le bon produit, avec le bon partenaire et avec le bon management, vous pouvez même atteindre 85% à l'année. Alors justement, donc ça c'est les... Donc il faut par contre clairement avoir choisi une bonne localité avec un bon produit et avec un bon opérateur et le gérer en conséquence. Maintenant, il est clair qu'il va être très difficile d'atteindre même 40% d'occupation si vous avez une localité secondaire et que vous avez mis un hôtel 5 étoiles dans une localité qui ne correspond pas. Je peux vous aussi donner des exemples pour ça. Une localisation, plus que localité, effectivement, la traduction en français. Parfois, c'est mon côté vendable. est un faux ami. Moi, j'aimerais également illustrer l'importance du segment affaires. C'est un segment très résilient, qui connaît très peu de saisonnalité. D'un point de vue investisseur, je vous dis que c'est ce qu'on aime le plus. Hein. Donc, dans le portefeuille que je suis, à titre professionnel, je vais illustrer ça par peut-être 2 exemples marocains, Casablanca et Marrakech. Le taux d'occupation national au Maroc, il est autour de 43-44%. Dès qu'on passe sur une ville business comme Casablanca, on est sur du 55%. On gagne tout de suite 12% de plus. Quand on passe au segment 5 étoiles, qui est généralement trusté par les marques, Radisson, Accor, ou Marriott ou autres, on est tout de suite sur du 67-68%. Avec un ADR, avec un PMC à Casablanca autour de 1200 dirhams et autour de Marrakech à 1400 dirhams. Effectivement, par rapport à des destinations comme Dubaï, New York, on est encore loin, mais l'Afrique se défend très très bien sur ce créneau-là. Donc par rapport en termes d'indicateurs économiques, on est bon, on tient la dragée haute à un nombre de destinations. Et pour l'investisseur également, ces taux d'occupation couplés à ces niveaux de prix moyen chambre donnent des GOP, des RBE, des EBITDA tout à fait confortables et convenables. Tu as tiré justement l'attention sur les Key Success Factors, donc par exemple la localisation, parce qu'effectivement dans l'immobilier on dit location, location, location. Donc justement, dans l'hôtellerie, c'est exactement pareil. Je me tournerai vers Reda, peut-être justement dans les Key Success Factors, peut-être lors de l'initiation d'un projet hôtelier, qu'il soit business, à orientation business ou loisir, quels sont pour vous, ou pour toi particulièrement, ces Key Success Factors et quels sont... D'un point de vue investissement global, on va dire qu'il y a 2 piliers pour nous en termes de consulting, c'est-à-dire le premier pilier est tout ce qui est étude de faisabilité, donc c'est très important de connaître la demande sur place, de connaître l'offre afin d'optimiser son investissement. Le second pilier, c'est la construction du bien en lui-même. Si le bien n'est pas construit correctement, automatiquement il y aura des impacts sur l'opérationnel, sur le service, sur le retour sur investissement et la perception du client sur le produit. D'accord, donc Erwan nous a parlé de l'importance de la localisation, Reda de l'importance de mener des études et du produit. Hamid, peut-être tu peux nous parler par exemple de ce qui fait le succès de Marrakech ou de Casablanca en termes de capacité hôtelière. Justement, qu'est-ce qui fait que le Marrakech attire la COP22, l'initiative Clinton ou d'autres manifestations de ce genre? Est-ce que c'est la capacité hôtelière? Est-ce que c'est les infrastructures? Qu'est-ce qui, à ton avis Je pense que c'est parce qu'il y a des hôtels Accor, tout simplement. Il faut citer des autres marques alors, en l'occurrence, parce qu'il faut... C'est les règles de déontologie. Il y a des hôtels... Mais au fait, je pense que Marrakech... Il y a Four Seasons Marrakech, exactement. Il y a Radisson Blue Marrakech. Bien sûr. Louvre Hôtel et d'autres, naturellement. En tout cas, si on parle de Marrakech, on ne va pas rester que sur Marrakech, parce que moi je m'occupe de l'ensemble du Maroc. Mais sur Marrakech, je pense que
le succès, il y a l'aérien qui est un élément extrêmement important. Bien sûr, dans nos métiers, il y a la notion de demande du marché, de bien connaître quel est le segment cible et quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne solution en termes de marque par rapport à ce segment, quelle est la faisabilité, est-ce qu'on peut faire venir des clients ou pas, les liaisons aériennes étant un élément qui est très important. Et puis de l'autre côté, il y a la rentabilité économique. Et aujourd'hui, si toutes ces grandes enseignes sont présentes à Marrakech, ben c'est parce que, quelque part, ben justement, Marrakech est en train de réussir ce pari de la rentabilité par des niveaux d'activité qui s'améliorent. Hein. On est à peu près 24 mois consécutifs de croissance à 2 chiffres. C'est pas mal. On est sur 3 années consécutives de croissance des taux d'occupation. Ben, il y a eu à un moment donné beaucoup d'acteurs qui sont arrivés en même temps. Il faut un temps. On est dans une industrie, je considère qu'on est dans une des industries les plus sûres au monde, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Parce qu'il y a 50 ans de cela, il y avait 25 millions de personnes qui voyagent. Aujourd'hui, 1,3 milliard de personnes qui voyagent. Et la visibilité sur les prochaines années est absolument exceptionnelle. On est dans une industrie bénie des dieux. Il y a des périodes de turbulence. Et donc, dans ces périodes de turbulence, c'est comment entre opérateurs et propriétaires, on va gérer ces périodes de turbulence pour digérer les capacités. Et il va se passer je ne veux pas être que optimiste. À Casablanca, j'ai entendu ce matin le panel, tout le monde va aller à Casablanca. Qu'est-ce qui va se passer à Casablanca? Je vous le raconte, ce qui s'est passé à Marrakech les 10 dernières années. C'est-à-dire une croissance des capacités très importantes, des taux d'occupation qui vont commencer à baisser, et puis à un moment donné, des gens vont commencer à souffrir sur Casablanca, parce qu'on arrive tous avec les mêmes types de produits. On arrive avec l'hôtel, plus les salles de réunion, pour répondre aux besoins de l'homme d'affaires traditionnel. Et l'importance, dans des périodes comme ça, de se dire comment on va se différencier, quelle est la solution qui va me permettre, dans un environnement qui va être extrêmement concurrentiel, que ce soit à Casa, à Dakar, à Abidjan, de trouver la réponse en fonction de chaque emplacement, parce que chaque emplacement a des atouts spécifiques et il faut prendre le temps de faire les études qu'il faut. On a la chance d'être sur le marché marocain et en Afrique depuis très longtemps. Je pense qu'on a 38 hôtels au Maroc, donc on a de la data sur le premier marché qui est le marché national. On a de la data sur la clientèle, sur ses besoins, sur les voyageurs d'affaires marocains, parce que tout le monde aime l'hôtellerie d'affaires ou le tourisme d'affaires. C'est aussi parce qu'il est moins dépendant du tourisme international qui, lui, peut fluctuer dans des périodes. Alors justement, on va revenir sur ce point extrêmement important parce que effectivement, pour l'instant, on parle de l'hôtellerie d'affaires et avec une forte connotation étrangère ou à destination des touristes étrangers. Mais je pense que les pays d'Afrique, enfin les pays les grands pays touristiques, n'ont été déclarés comme tels que parce qu'ils ont un vivier éminemment important de tourisme d'affaires local. Et c'est vrai que je pense qu'à l'exemple d'Ibis au Maroc, qui est un produit 3 étoiles, qui a connu un succès fulgurant, justement parce qu'il a réussi à targeter cette catégorie du tourisme d'affaires local. Je ne partagerai pas à 100% ton point de vue sur l'hôtellerie, parce que c'est vrai que ce type de provocation. C'est vrai que ta casquette d'opérateur avec un rendement garanti, pour la casquette de l'investisseur que je porte, c'est vrai que la chose est un peu moins rose. Justement, par rapport à l'offre, justement, tu parlais de Casablanca, mais c'est le cas de tous les marchés. Casablanca, par exemple, elle a connu sur les 10 dernières années un taux de croissance annuel moyen de la demande de 6% versus un taux de croissance annuel moyen de l'offre qui était de 4%. Donc en gros, les hôtels qui venaient sur le marché, ils étaient largement absorbés et même il y avait la demande, il y avait un excès de la demande. Est-ce qu'on voit la même tendance sur les marchés africains, Erwan? Est-ce que la concurrence qui va venir ou l'appétit grandissant des chaînes hôtelières va faire que les prix moyens ou les taux d'occupation dont tu nous parlais tout à l'heure vont être amenés à baisser? Comme tu le sais, il y a à peu près 54 pays en Afrique. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Okay. On m'entend mieux là. Comme je disais, il y a 54 pays d'Afrique, donc la généralisation, qu'est-ce qui se passe en Afrique, c'est qu'est-ce qui se passe dans chaque pays d'Afrique, et après dans chaque pays d'Afrique, qu'est-ce qui se passe dans chaque ville d'Afrique.
Donc chaque marché est très différent, donc faire une généralité sur l'offre et la demande, l'offre qui monte et l'offre monte, est-ce que la demande va s'adapter à cette offre? C'est très variable. Aujourd'hui, comme tu le sais, il est très compliqué pour la plupart des investisseurs d'avoir un hôtel qui va ouvrir en temps et en heure. La difficulté est liée au financement, la difficulté est liée à l'équipe professionnelle, la difficulté est liée à un ensemble de choses. Maintenant, lorsque l'hôtel est ouvert, il y a une telle sous-offre en général, si on prend l'exemple de Dakar ou même d'Abidjan, que les hôtels ont ce qu'on appelle un ramp-up qui est très rapide, beaucoup plus rapide qu'en Europe. Maintenant, il y a la contrepartie et le risque et la durée pour que cet hôtel soit ouvert. D'accord. Mais est-ce que les barrières à l'entrée justement dans ces marchés-là n'est pas justement un key success factor? Si le fait justement de pas forcément le doing business est moins évident, en tout cas dans nos pays que par rapport à d'autres pays, c'est justement un plus ou un avantage pour les hôteliers déjà présents pour maintenir des taux d'occupation élevés et des prix moyens élevés. Oui, définitivement, c'est un avantage pour les personnes qui sont présentes, c'est un désavantage pour ceux qui cherchent à rentrer. Donc oui, lorsqu'on est rentré, lorsqu'on est ouvert, si vous prenez le cas aujourd'hui, on parlait de Dakar, lorsque vous êtes sur place sur Dakar, on a des performances qui sont phénoménales. Maintenant, l'entrée dans ces marchés est plus que compliquée. Vous prenez des marchés comme Congo, Kinshasa, qui ont des prix moyens qui dépassent, je dirais, la moyenne de l'Afrique subsaharienne. On est sur au-delà de 200 € chez justement nos amis Dakar. Aujourd'hui, pour rentrer dans des marchés comme ça, si vous n'avez pas le bon partenaire, qui a aussi bien une connaissance du marché de l'hôtellerie, qui a une connaissance de pouvoir travailler avec des acteurs internationaux qui ont je dirais, des normes de travail non locales, qui ont une connaissance de l'administration et de ses rouages, de la politique. Et ensuite, il va falloir gérer toute la partie construction qui est, je dirais, très spécifique. Là, vous allez faire un carton. Maintenant, il faut réussir à passer à tous ces rouages. Et donc aujourd'hui, notre travail chez Radisson, c'est vraiment d'accompagner les investisseurs à chaque étape dans ce process. Identifier quel va être le produit qui va répondre à la demande, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, sur 20 ou 30 ans. Donc véritablement avoir des études relativement poussées, sachant que la data en Afrique n'est pas la data que vous avez en Europe ou aux États-Unis. Il y en a très peu. Donc c'est du travail qui est fait, je dirais, sur le terrain. Lorsque vous avez identifié ça, ensuite il va falloir identifier quel va être le montage financier, sachant que lever un investissement en Afrique est plus risqué. Donc il faut rencontrer des acteurs qui ont une certaine connaissance du marché et un appétit pour ce marché, sachant qu'il y a des fluctuations assez importantes liées à une forme d'instabilité politique en général. Et lorsque vous avez résolu ça, il va falloir identifier l'équipe professionnelle qui a la compétence, l'envie et les moyens de pouvoir réaliser ce genre de produit, idéalement en temps et en heure. Aujourd'hui, la moyenne, c'est que si on arrive à réaliser un projet sur 24 mois, on applaudit. On voit des projets qui mettent 4, 5 ans. Et après, il y a des projets qui sont véritablement atypiques. Nous, on a la chance d'avoir un partenaire avec qui on a fait le Radisson de Dakar, qui a ouvert Design Construction en 12 mois. Oui, c'est possible. Très bien. Pardon. Et aujourd'hui, avec ce même partenaire, on ouvre le premier hôtel de marque à Niamey au Niger. Il n'y a pas d'hôtel international, qui va mettre 11 mois, qui va ouvrir au mois de juin. On a signé ça au mois de septembre. Donc, il n'y a rien d'impossible. Par contre, il faut véritablement se donner les moyens pour que ce soit possible. Tu parlais justement de vision à long terme, et c'est une caractéristique intrinsèque au métier de l'hôtellerie. Reda, par rapport justement à cette vision à long terme, quelles sont les nouvelles tendances, que ce soit de l'offre ou de la demande hôtelière d'affaires en Afrique? De manière globale, le parc africain est plutôt vieux, et en grosse majorité du 5 étoiles. La tendance est plutôt vers le 4 et le 3 sur le business. C'est exactement ce que tu as dit, Erwan, c'est pour satisfaire un peu le corporate qui a un certain budget. Aujourd'hui, le corporate ne veut plus payer du 5 étoiles, mais payer plutôt du 4 et du 3. Et l'audience sera beaucoup plus grande pour ces hôtels qui ouvriront.
D'accord. Toujours là, dans le même sillage, Hamid, justement, là, cette fin, est-ce qu'on peut parler d'une fin de la segmentation pour l'hôtellerie d'affaires en Afrique, si on caricature le trait, si on grossit le trait? Avant, en Afrique, on ne percevait l'Afrique que pour un gateway, pour des hôtels 5 étoiles, brandés généralement. Quelles sont les nouvelles tendances de l'offre pour l'hôtellerie africaine d'affaires? Je pense que, en fait, elle est à l'image des changements de comportement des clients et que les clients ont beaucoup changé, les voyageurs d'affaires ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, la barrière entre le côté affaires ou loisirs, elle est très minime et ils ont envie effectivement que l'hôtel aussi ne soit pas seulement dans l'efficacité et pas seulement dans la réponse aux besoins, mais que ce soit aussi un lieu pour rencontrer la destination, pour rencontrer de la convivialité, et que ce soit des lieux de vie, parce que voilà, un hôtel c'est aussi un lieu de vie, et c'est dans cette dimension-là, on a la chance d'avoir avec nous, peut-être tout à l'heure on le fera réagir, hein, Thierry Dejam, il dirige pour moi un des plus beaux hôtels du continent, qui est le Sofitel Ivoire, qui est une institution à Abidjan, qui est un hôtel assez exceptionnel. Donc là, on a parlé du Sofitel Abidjan, on a parlé du Radisson à Dakar. Reda, est-ce que tu veux faire toi aussi la promotion d'un... Non, moi, je peux continuer. Pardon, Hamid. C'était pour te taquiner un peu. En tout cas, notre volonté, nous, c'est toujours d'écouter les clients et de nous remettre en question en permanence pour apporter des solutions différentes. Et pour te taquiner, on a aujourd'hui des marques différentes qui sont donc la marque. Combien voilà, on est passé ces dernières années d'une dizaine de marques à 38 marques. Donc il y en a 38 solutions différentes parce que justement, voilà, les clients sont très différents et que juste la relation dans laquelle on se retrouve avec un partenaire à vouloir lui vendre absolument notre marque unique, des fois il faut écouter le marché et écouter la localisation et apporter une solution adaptée. Et donc on essaye d'élargir le nombre de solutions pour dans chaque pays, chaque ville, chaque localisation, trouver la meilleure solution en fonction de la volonté de l'investisseur pour l'accompagner dans cette démarche-là. Qu'il ait envie de faire du produit effectivement qui soit leisure, mix loisir ou très lifestyle. Parce que je crois qu'il y a de la place en Afrique justement pour sortir de juste l'hôtellerie d'affaires traditionnelle, pour apporter un peu plus de lifestyle. Et c'est ce qu'on a fait dans les dernières rénovations, notamment à Dakar et Abidjan. Si vous avez l'occasion, vous pourrez voir des produits très différents qu'on a fait, qui rencontrent un succès phénoménal et où on voit la performance. Et le propriétaire est là, donc il pourra en témoigner de la performance quand on essaie d'aller un peu plus loin que répondre aux besoins, mais d'essayer de toucher émotionnellement, de faire vivre des expériences différentes et d'avoir des marques qui apportent une dimension plus lifestyle. Justement, à mon avis, tu touches l'un des cœurs du sujet. Maintenant, pour l'hôtellerie d'affaires, c'est la fin de cette ségrégation, un peu ce mur de séparation entre le business et le loisir. Donc maintenant, il y a des ADN de marques qui sont nouvellement créées, qui surfent sur un anglicisme que tu as nommé expressément, leisure, donc une contraction de business et de loisir, car maintenant, tous les hôteliers essayent de cibler... tu vas m'obliger à citer la marque. Non, pour l'instant, on n'a pas justement ça. On cherche. Alors justement, donc on a parlé de l'Afrique. On a dit que l'Afrique c'était la chasse gardée entre guillemets de cette hôtellerie brandée 5 étoiles. Mais ce qu'on voit, c'est que justement, on va plus vers du 4 et du 3 étoiles, que ce soit brandé ou non, avec de nouvelles marques qu'il faut également citer, et à qui je rends hommage, Azalai, Mangalis, Onomo, qui sont donc justement, Mangalis est une émanation de Telium Group, qui sont propriétaires du Radisson à Dakar, et ça fait réellement plaisir que les Africains, l'hôtellerie africaine prenne son envol par elle-même, répondent aux soucis du consommateur pour un tourisme
qu'il soit étranger ou local. Et donc, on est passé justement d'une hôtellerie 5 étoiles brandée de l'Accor, du Marriott, du Hilton, vers de l'hôtellerie africaine ou locale ou non brandée, mais également vers du produit, d'autres types de produits. Tu as parlé de lifestyle, on peut parler des appart-hôtels. Vous allez bientôt ouvrir par exemple Adagio à Casablanca. Il y a Kyriad Louvre Hôtel qui a ouvert à Casablanca. Mais il y a également d'autres types de produits qui vont venir répondre à la demande qui est toujours là, résiliente encore une fois, du tourisme d'affaires. Donc ce n'est plus l'apanage de l'hôtellerie 5 étoiles brandée. Maintenant, il y a beaucoup plus de concurrents. Et justement, Erwan, comment, justement, parmi les challenges futurs pour vous, opérateurs hôteliers, comment vous voyez justement ces nouveaux entrants, les dynamiques du marché par rapport à l'arrivée de ces nouveaux entrants? On pense que c'est très positif. L'hôtellerie africaine, elle est pour les Africains. Le tourisme international en Afrique est quand même assez prémisse. Donc l'occupation et la majorité de la clientèle des hôtels d'Afrique sont locales, régionales, interrégionales. L'impact international est quand même très faible si on regarde dans la génération de revenus de tous ces hôtels. Donc avoir des players locaux tels que Azalai ou Mangalis, Onomo, ça fait partie complètement de l'environnement. Je pense qu'il y a de la place véritablement pour tout le monde. La population africaine, aujourd'hui, elle fait 1 milliard, elle va passer à 2 milliards sous 30 ans. On est vraiment dans les prémices de l'hôtellerie africaine. Aujourd'hui, l'hôtellerie business, comme partout dans le monde, l'Afrique n'est pas une exception. Les personnes qui font de business ont aussi envie d'avoir du plaisir le soir, voir leurs amis, accueillir leur famille et pas automatiquement changer d'un hôtel loisir à un hôtel business. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nous, d'après l'expérience qu'on a depuis près de 20 ans en Afrique, les hôtels qui marchent le mieux sont des hôtels justement qui ne sont pas que business ou que loisir, mais qui permettent aussi bien d'accueillir de la clientèle corporate, individuelle business, de la clientèle de MICE, de petits groupes, de conférences, de compagnies aériennes, de loisirs, et justement éviter le compartimentage. Donc, et juste pour finir une chose, en Afrique, les hôtels, pour la plupart des villes subsahariennes, c'est des lieux de vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose autour. On n'est pas autour de Paris, Londres, Vienne ou Barcelone, où vous sortez dans la rue, vous allez boire un petit café, on passe d'un café à un autre, une terrasse à une autre. Vous n'avez pas beaucoup de lieux de vie. Donc un hôtel est vraiment un pôle je dirais, de retrouvailles, où les gens ont envie de se retrouver aussi bien pour faire une conférence, manger un morceau, boire un verre, que plonger dans une piscine. Bien. Merci. Reda, pour revenir justement à l'importance des études de faisabilité, la segmentation marketing, clientèle marketing des hôteliers, le petit camembert qu'on peut diviser en 4 pour le business, le loisir, business individuel et business group. Comment tu vois les nouvelles, justement, la part du business dans du segment business dans ces composants, dans ce mix de clientèle en Afrique? Je voulais juste revenir sur l'aspect entre le mix entre le loisir et le business. Quand on développe des stratégies d'investissement, on sépare le lundi jusqu'au jeudi et le week-end. Donc on développe vraiment 2 différentes stratégies pour justement maximiser les retours sur investissement. Quand on parle de stratégie, c'est-à-dire différents prix, différentes commercialisations, totalement différents clients et pour maximiser le retour sur investissement. D'accord. Et justement, on parlait des challenges, on ne va pas dire menaces pour le secteur, mais plutôt des challenges. Est-ce que la rationaliser des budgets pour les voyageurs d'affaires, c'est un sujet d'avenir? Comme je l'ai précisé auparavant, les voyageurs d'affaires ont un budget qui a été réduit ces 5 à 7 dernières années. Donc la diversité de l'offre, c'est-à-dire de faire du 3 ou 4 étoiles, va vraiment
va matcher en fait la demande, va pouvoir avoir un retour sur investissement beaucoup plus important qu'un 5 étoiles qui est beaucoup plus compliqué aussi à opérer. Hamid, sur les challenges justement de la clientèle affaires, est-ce qu'on peut mentionner le risque de l'ubérisation, si j'ose dire, avec justement, on en a parlé, par exemple, les sites, mis à part la désintermédiation, c'est-à-dire que le client d'affaires initialement, les grands comptes corporate, ils passaient via des agences, American Express, Carlson Wagon Lit, qui signaient des accords majeurs avec les hôtels. Est-ce que d'abord la désintermédiation, le fait qu'un client, même corporate, puisse passer en direct via le site propre des marques ou via les OTA est une menace, d'abord la désintermédiation, et puis quand je citais l'ubérisation, en France par exemple, c'est à peu près, j'ai lu les chiffres, à peu près 20% de la clientèle de Airbnb est une clientèle maintenant corporate. Est-ce qu'à l'avenir, en Afrique, on va avoir ce type de tendance, c'est-à-dire que la fin c'est-à-dire des clients corporate qui vont passer en direct et puis qui vont opter peut-être pour un hébergement alternatif pour des raisons justement budgétaires? Moi, voilà, je suis peut-être un éternel optimiste, mais je vois que des opportunités dans tout ce que tu as cité. Et je vois peut-être plus de gens qui vont voyager, plus de gens qui vont peut-être faire leur première expérience hôtelière dans un produit pas cher, qui la fois suivante vont tenter autre chose, puis ils auront envie de plus de services. Et je vois des opportunités. Et à Core Hotels, nous, on a décidé effectivement de ne pas rentrer dans ce schéma-là, mais plutôt de se dire il y a des opportunités de business, et il y a peut-être des nouvelles solutions. Je ne sais pas si vous le savez, mais Accor Hotels est leader mondial dans la location d'appartements de luxe. Donc le Airbnb numéro 1 mondial d'appartements de luxe, c'est Accor Hotels avec One Fine Stay. On diversifie nos réponses pour aller chercher dans ces nouvelles opportunités qu'offre la technologie, qu'offre le digital, pour apporter des solutions dans l'hôtellerie, parce que notre métier reste l'hôtellerie, c'est dans notre nom, c'est dans notre ADN, et il faut qu'on soit créatif là-dedans, mais aussi le digital, et cette révolution qui est en train de se passer aujourd'hui nous ouvre des nouvelles opportunités. Dans le monde du travail change, pas seulement dans l'hôtel, hein, à l'intérieur des entreprises, les choses changent, et on a des réponses pour aider. Même Accor avec a lancé une JV coworking avec Bouygues, justement. Mais c'est justement pour souligner l'importance, justement, One Fine Stay ou le coworking, c'est justement le fait enfin pas d'appréhender, mais en tout cas de voir l'importance de ces nouveaux segments d'activité générateurs de business pour la partie corporate, qui fait que Accor s'est lancé ou a acquis, a procédé à de la croissance externe. Tout à fait, mais on le fait parce qu'à un moment donné, on voit que les clients passent de premiers opérateurs hôteliers à une envie d'être un compagnon de voyage pour les clients, et puis après d'être, si possible, un compagnon de vie, et d'essayer d'offrir du service aux voisins de quartier, va permettre à des gens de faire du coworking à l'intérieur de l'hôtel, de venir se rencontrer, d'aller chez eux dans l'entreprise pour leur donner des réponses, pour offrir plus de services effectivement aux voisins, et tout ça pour apporter à nos propriétaires et nos partenaires on va dire plus de solutions en termes de rentabilité pour leur investissement. L'idée d'apporter des solutions... Pour la rentabilité, juste oui. deux minutes, il faut savoir qu'un voyageur d'affaires dépense, d'après les experts que vous êtes, entre 2 à 4 fois plus qu'un touriste de loisirs. Donc l'exigence de rentabilité est quelque chose... En fait, moi, je me méfie toujours de tous ces indicateurs-là, parce qu'effectivement, qui dépense plus, à quel moment... C'est comme pareil, quand on parle d'Afrique, à chaque fois, les pays sont différents, il y en a 52, c'est très difficile de dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans les hôtels de loisirs qu'au Maroc, les prix moyens sont les plus élevés. Et si on prend les top 10 des hôtels au Maroc, probablement c'est des hôtels de loisirs et pas des hôtels d'affaires. Ça ne veut pas dire que c'est dans les hôtels de loisirs, je dis juste, dès qu'on prend des moyennes, c'est moins pertinent. Et qu'il faut regarder segment par segment. Peut-être dans l'hôtellerie de luxe, c'est différent. Mais généralement, quand on a une destination loisir, donc c'est généralement une destination packagée,
C'est pas le cas de Marrakech. En comparaison avec des destinations vraiment purement business, le rapport de prix est singulièrement différent. Voilà pour nous ce dont on avait à traiter. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, auquel cas on aurait tout le plaisir de répondre à vos interrogations. Merci. Un par un, s'il vous plaît. Une question pour Hamid. Je te tutoie, je te vous vois. Vas-y, tu me tutoies, bien sûr. Sinon, je m'énerve. Je voulais te demander si tu penses que... Mon sentiment, Oui. c'est qu'on est sur 54 pays, c'est 54 marchés complexes, complètement différents. Et à l'intérieur, chaque emplacement est encore compliqué. Et nous sommes sur 54 niveaux de maturité. Oui. Donc le concept d'hôtel à cheval entre le business et le leisure n'est pas applicable sur tous les marchés. Oui. Et je pense même que sur Casablanca, typiquement, c'est peut-être pas le cas. Un client d'affaires vient en Afrique pour sa réunion et repart directement. Il a très peu l'occasion de prolonger son séjour, que ce soit à Nairobi, Addis Ababa, à Lagos, à Abuja ou ailleurs. Donc, en termes de marque, qu'est-ce que Accor fait pour répondre à ça? En tout cas, moi, je rêverais, en tout cas, de convaincre un partenaire sur Casablanca de faire un Fairmont qui soit à la fois business et qui soit resort à Casablanca. Parce que j'ai envie, et je suis persuadé qu'il y a de la place pour du Fairmont résidence, pour à la fois pour des Casablancais, pour apporter contribuer à faire évoluer un peu la qualité de vie des Casablancais, mais aussi apporter des solutions différentes. Je suis persuadé que demain, quand la marina va ouvrir à Casablanca, peut-être qu'elle va contribuer à changer les choses. Et que si on... Et moi, je trouve pas bien qu'on soit tous en train de faire des copy-paste des mêmes hôtels et qu'à Casablanca, il faut attirer d'autres segments de clientèle, il faut changer cette image, c'est ce qu'a fait Barcelone, et que le succès viendra par notre capacité à améliorer la rentabilité sur les jours où les taux d'occupation sont très bas sur les week-ends. À la rigueur, sur la semaine, c'est un enjeu de revenu management, mais the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, ça va être notre capacité tous ensemble d'aller chercher des nouveaux segments et de changer un petit peu cette image, parce que, voilà, Casa est en train d'évoluer. Moi, je vois plein de choses en termes de travaux partout dans cette ville, et ce que c'est en train de faire sur la promenade, et voilà, avec mon humble avis, je considère qu'il y a de la place pour du produit leisure à Casablanca, lifestyle, ou même du produit haut de gamme, à condition qu'il ne soit pas en réponse uniquement à de la transaction, mais plutôt sur de l'émotion. Et je suis persuadé qu'il y a de la place pour ce genre de produit à Casablanca. Alors ça peut être effectivement sur du haut de gamme, j'ai parlé, parce qu'aujourd'hui on développe du Fairmont résidence à Rabat, et je pense qu'à Casa il y a un marché très très important. À Marrakech il marche très bien, mais le concept des combos marche bien, c'est un autre type de produit. On a eu beaucoup de succès avec le combo Ibis Novotel, parce qu'on met le management en commun sur les deux hôtels, on réduit les charges, et c'est une très bonne solution en termes de rentabilité. Je suis persuadé que voilà, si un partenaire veut faire un Mama Shelter, juste pour ne pas être dans... Je suis persuadé qu'on fera un tabac. Donc on est en discussion actuellement avec quelques partenaires qui sont intéressés par ces nouvelles marques, et on veut faire des choses différentes à Casablanca et ne pas faire la même chose que tout le monde. Est-ce que le problème ne vient pas à ce moment-là du côté de l'investisseur qui n'est pas prêt à prendre un risque en termes de marque et qui va sur des marques traditionnelles, Pullman pour un hôtel d'affaires, oui. ou quelqu'un qui va développer un M-Gallery lifestyle Juste pour revenir sur ce que tu disais, moi, on a un avis assez différent. On pense que la clientèle business a des besoins loisirs, que dans toute ville d'Afrique, les personnes qui utilisent les hôtels sont majoritairement des locaux et des régionaux. Et ils ont envie le soir d'aller au restaurant, d'écouter une live band. Et donc ça n'a pas besoin d'être une destination loisir pour faire du loisir et pour créer un hôtel qui est un hôtel business et en même temps loisir. Donc des villes comme Ouagadougou, qui sont purement business, peuvent
créer une ambiance loisir à l'intérieur d'un hôtel pour simplement pas travailler du dimanche au jeudi, mais avoir aussi la possibilité d'accueillir la clientèle familiale, la clientèle friends and family, et véritablement faire un lieu de vie, business et loisirs. Ça n'a rien à voir avec la destination, ça a à voir avec les personnes. Toute personne qui travaille a aussi envie de se relaxer, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la localité de l'hôtel. Très souvent, elle le fait en dehors de l'hôtel. Dans l'hôtel. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel. En Afrique, des hôtels qui offrent ce genre de service, il n'y en a pas. Ça s'appelle créer la demande. Pour parler de Casablanca encore, Othman, on va prendre une question de... Oui, On parlait des Olivier. 54 pays d'Afrique, c'est pour ça. Alors, je vais parler de Casablanca. Je vais poser une question idiote qui peut s'adresser à Erwan ou à Hamid d'ailleurs, parce que vous êtes tous les deux, Hamid bien sûr avec Accor, le premier opérateur de Thalasso en France, et le Radisson de Djerba excelle dans ce service également. Est-ce qu'il est complètement idiot de penser que la première Thalasso du Maroc, qui s'est installée sous la marque Méridien il y a quelques années à Casablanca, pourrait pas être réhabilitée pour avoir un élan un petit peu de loisir et de tourisme sur la capitale économique? Alors moi, je pense... on a travaillé sur ce projet, on a fait plusieurs fois. On ne désespère pas, on ne va pas baisser les bras, c'est effectivement... Ils sont là, nos amis Madaef, je sais pas de si Madaef, nos amis, ils sont là, on est sont toujours là, mais- intéressés. On a déjà fait tourner plusieurs scénarios et il y a définitivement de la place à Casablanca, dans un emplacement effectivement comme celui du Lido, pour faire un produit qui soit pareil, qui fasse une rupture avec tout ce qui a été fait aujourd'hui pour ouvrir des nouvelles perspectives pour Casablanca. J'y crois personnellement. Donc, je ne sais pas pour toi, une fois. Deux fois. Question, deux fois. Ok, merci. On Merci vous de nous avoir remercie, écoutés. on vous Merci à remercie. tous.